Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un film, mais de 10 films où des actrices et acteurs français, qui ont beaucoup été des seconds couteaux, ont une fois ou deux de leur vie eu un premier rôle. Et je dois dire que j'ai galéré pour trouver des œuvres un peu différentes. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de les voir. Parce que ce sont tous des putains de films. Donc, Magnéto, René! Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un second couteau? Dans la définition littérale, c'est un complice. Un personnage qui est au second plan avec le personnage principal. Et surtout, il a une gueule, une façon de jouer assez reconnaissable et où malheureusement, on se rappelle rarement de son nom. Mais il arrive quelquefois où le second couteau surpasse le gars au premier plan. You little scumbag! I got your name! I got your ass! You will not laugh! You will not cry! You will learn by the numbers! I will teach you! Now get up! Get on your feet! Je trouve ça tout à fait bouleversifiant. Ils sont bien meilleurs parce qu'ils sont nés pour jouer et ne pas les mettre en avant leur permet de mieux improviser et d'aller encore plus loin. On a par exemple parmi les seconds couteaux français Nicolas Marié, Robert Dalban, Dominique Zardy, Michel Constantin, Claude Jansac, Mario David, Paul Leperson, Jacques François, Jean-Claude Dreyfus, etc., etc. Donc est-ce que je ferai un top 10 des seconds couteaux français? Oui, peut-être. Là, pour cette vidéo, ce sera la possibilité de vous montrer des films où ces gueules de cinéma portent toute l'histoire par leur simple présence et leur jeu. Certains métrages que j'ai pris seront évidents, bien évidemment, mais j'en ai choisi d'autres pas facilement trouvables et peu connus. Dans ce top 10, il n'y aura pas que la simple présentation de la prestation de l'acteur ou de l'actrice principale. Il y aura aussi une analyse détaillée sur chaque film qui sera de plus en plus développée quand on se rapprochera du numéro 1. Ce qui veut dire que tous les films que j'ai choisis sont bons pour moi, mais que l'analyse sera plus poussée à chaque numéro. C'est une liste de 10 personnes qui m'ont marqué dans un premier rôle et surtout dans un film. Donc, pas de série. Puis dans ces métrages, ça permettra de voir s'ils s'éloignent de leur jeu habituel pour se différencier ou s'ils resteront dans leur moule. Et juste pour ne pas oublier de les nommer, je me suis beaucoup aidé des livres de distorsion pour mes recherches. Il n'y a pas tous ceux que je cite, mais il y en a pas mal. C'est parti. Numéro 10. Dominique Pinon dans Délicatessen. Dominique Pinon, c'est déjà une gueule de cinéma qui a été vue pour la première fois dans le film de Benex, Diva. Il a un parler qui rappellerait les anciens films français des années 30 et 40. C'est comme ça qu'il jouera dans beaucoup de seconds rôles et surtout qu'il sera l'acolyte premier de Jean-Pierre Jeunet dans tous ses films avec tout d'abord le court-métrage Foutaise. Et c'est avec le premier long-métrage de Jeunet et Caro, faut pas l'oublier, qu'il a été vu et découvert par le monde entier. Délicatessen reste toujours une anomalie du cinéma français pour avoir réussi à toucher autant de monde sur un film qui parle de cannibalisme dans un univers post-apo. Et ce personnage Louison, joué par Dominique Pinon, va découvrir ce microcosme avec ses yeux remplis de lumière. Parce que faut le dire, tous les protagonistes ont un intérêt individualiste pour le manger ou le sauver. Lui, il est là pour se reconstruire avec son aspect niais. Avec cet homme dans ce bâtiment où le bonheur a disparu, il y apporte une certaine poésie dans ces murs fracturés par le temps. Et aussi parce que c'est un ancien clown. Donc il a l'art d'amuser la galerie. J'aurais pu mettre Jean-Claude Dreyfus comme autre second couteau qui marque le film et est tout aussi important, mais Pinon est quand même l'élément déclencheur de ce petit monde mondain qu'il va changer inconsciemment tout ce qui s'y passe dans cet immeuble. Il y a le vent qui tourne. Ça va tomber. Puis quand on parle de second couteau et gueule de cinéma, il n'y a que ça dans la filmographie de Jeunet et Caro. Ils font tout pour qu'on s'en rappelle. Puis leur mise en scène donne à chacun une description et une identité flamboyante et ubuesque. Et au-delà de la violence et de l'horreur, Pinon y apportera de l'art et de la paix. Il y apporte une certaine mélancolie, du bon vieux temps. D'ailleurs, son look pourrait rappeler les personnages joués par Jean Gabin et Michel Simon des années 30. Sa relation avec Julie nous fait entendre la phrase « T'as de beaux yeux, tu sais. » C'est aussi un être qui a vécu un passage à vide avec son partenaire qu'il a perdu et qui s'est fait manger. Mais il n'a jamais perdu sa positivité. Il pense toujours à aller de l'avant. C'est un homme qui veut toujours voir le bon côté des choses en lui et en chaque personnage qu'il rencontre, même si ça tournera mal pour lui. Par contre, si on l'attaque, il ne se laissera pas faire. Il est la fine fleur qui essaye de pousser devant ce royaume rempli de détritus et de cadavres. Et il est le héros de l'histoire, parce qu'il se bat contre le boucher, mais ce n'est pas lui qui sera responsable de sa mort. Bien que ce soit grâce à son arme, c'est à cause de l'idiotie du boucher qui s'est tué. J'ai un truc.
Je dis le héros, mais c'est plutôt Julie qui est plus mise en avant et qui fera tout pour le sauver. Ils sont indissociable. Même Mademoiselle Plus aura de l'attachement pour lui. Et son arrivée montrera le côté bestial des antagonistes tout en apportant le courage pour d'autres qui restaient éloignés de ces massacres. Il y apporte le ciel bleu qui manquait. C'est un véritable hommage au réalisme poétique des années 30. Numéro 9, Bernadette Lafont dans Paulette. Je voulais mettre une actrice parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup d'actrices françaises qui sont mises en avant, mais au fil de l'âge, on les met au second plan. Et ce fut le cas pour Bernadette Lafont. Ayant vraiment commencé sa carrière dans des films de Chabrol et Truffaut, elle sera de moins en moins présente. Elle ira même dans de la série Z avec Michel Galabru. Mais elle se mettra plus en avant des fois avec lui dans le théâtre. Et c'est au fil des années 2000 qu'elle reprendra des rôles un peu plus importants en jouant la mère matriarche ou la mamie raciste. Parce que ce qui est reconnaissable dans son jeu, c'est sa voix qui est très dans la gorge et qui ferait très bien une méchante sorcière. Et donc c'est quelques mois avant son décès qu'elle sortira un rôle qui est assez à l'opposé de ce qu'elle fait d'habitude. Pas cette Paulette! Déjà, ce film est une de ces rares œuvres françaises qui fait partie du genre du stoner movie. Pour bien résumer, le stoner movie est un genre qui tourne autour de l'utilisation du cannabis. Ce genre présente toujours l'utilisation de cet objet en mode comique et positif, pour le rendre plus accessible. Et c'est justement ce qu'est ce film. On suit la vieille Paulette, raciste, qui déteste tout le monde jusqu'au jour où le fisc arrive. Et qu'elle décide de voir des gars du coin pas très commodes pour vendre de la drogue. Attention, hein. Je touche pas à drogue dure. Un sympathique film qui montre le troisième âge sous un autre angle. On rigole bien et puis le film présente Paulette comme une femme critiquable qui arrivera à évoluer au fil du métrage et comprendra mieux les personnes qui l'entourent. Bernadette Lafont, que j'ai l'habitude de la nommer la mamie mégère avec sa voix grave et jamais heureuse. Et si elle est heureuse, on ressent un sourire forcé. Surtout elle a un rôle à sa mesure qui me rappelle certains personnages de Louis de Funès où elle joue une personne détestable pour ensuite se remettre en question et accepter d'évoluer. Par contre, elle a un peu exagéré sur l'utilisation de ce mot interdit. Bamboula. Ça peut irriter beaucoup de monde, mais c'est bien là son caractère. Et comme diraient des profs... Oh ta gueule. Puis la façon de parler d'une vieille qui vend de la drogue aurait pu aller dans de la comédie graveleuse, mais ça traite bien son sujet et c'est assez divertissant. On a quand même une vieille dame qui vit avec ce qu'elle a de sa retraite et qui doit faire les poubelles pour vivre de sa faim et qu'elle habite dans un quartier malfamé. Sans aller sur du mélodrame. Pourtant le film n'est pas là pour nous dire si la drogue c'est mal ou non. Il n'y a qu'à voir comment se conclut le film. Il nous présente une prolétaire qui survit pour ce qu'elle a et la drogue sera une solution parmi tant d'autres pour survivre. Comment tu veux faire avec 600 € par mois? D'ailleurs, même ses amis la soutiennent. Travaille plus pour gagner plus. Surtout parce qu'elles en ont goûté un peu et qu'elles y ont pris un sacré plaisir. Mais bien sûr, le réalisateur arrive à montrer ses limites de la vente de ce produit. Il y a des répliques qui font mouche et on passe un bon moment. Et encore une fois, Bernadette Lafont, pour l'un de ses derniers rôles, nous a offert un personnage qui peut être difficile à traiter si on n'a pas un bon background. L'histoire avait un début de seul contre tous, mais ça ira autre part et donnera une bonne morale à la vie de Paulette. Pour l'autre film, ce sera pour plus tard. Et bon Space Cake! Numéro 8, François Berléand dans Eddie. François Berléand, c'est le gars qui, quand tu le croises, est jamais content, toujours grincheux, déteste tout le monde et vote Macron. Ah merde, ça c'est pas ses personnages, c'est sa vraie vie. Moi depuis le début ils me font chier les gilets jaunes. Oh là, il fallait pas. Mais on peut dire que oui, ces personnages sont rarement des gars qui voient la vie du bon côté en montrant beaucoup de fois un désamour de lui-même et de la vie. Je le mets dedans parce qu'au début, avant d'aller dans le cinéma populaire, il essayait de se différencier et c'est le cas pour ce film où il s'appropriera le caractère de ses personnages pour ne faire plus qu'un. Eddie, c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans l'assurance vie. Cette belle profession de courtier en assurance. Mais il en a tellement marre qu'il a envie d'en finir. Et malheureusement, au lieu de mourir, il aura un cadavre sous les bras. Et il devra faire croire que c'était une mort accidentelle. Alors ça c'est le pompon. C'est le pompon ça. On peut regretter que ce polar se termine un peu trop rapidement, mais il y a une ambiance qui rappelle certains films français du genre à suivre cet homme qui vire au noir et cherche un moyen de se réconcilier avec la vie. Le fait de voir ces deux gars qui portent de longs imperméables à la Melville n'est pas anodin. François Berléand dans ce film a un regard saisissant, vide, qui marque sur chaque plan à virer au désespoir. Son personnage est la représentation de cette France qui n'a plus goût à la vie et qui voit la démence de cette société. Tu vois Louis, Confions-le à Dieu. il y a pire que Dans mourir. l'espérance de nous retrouver un jour. C'est vivre sans savoir pourquoi. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Tous les jours, je croise des regards qui me rappellent ceux des types que j'ai poussés vers la sortie. Je regrette rien, c'est pas ça. C'est même l'absence d'un mort qui me fait mal. Ses réactions sont d'un tel naturel. C'est une route imprenable qu'il prend. Le début de son suicide peut paraître assez inattendu. Le marche est simple. J'ai besoin de vous pour mourir. Cela ne nous regarde pas. Mais c'est ce qui permettra de voir son boulot morose et sa vision du monde acerbe où il pensera à se défendre avec une arme. D'ailleurs, cette séquence où il se défend dans un métro me fait énormément penser à celle de Joker. Simple coïncidence ou pur plagiat? On va dire coïncidence, parce que là, il n'a utilisé cette arme que pour faire peur, et malheureusement, il y aura des conséquences. Donc on a deux événements où son flingue va lui poser problème. On a presque un message anti-arme. Tu sais très bien que les armes à feu c'est prohibé, tu le sais, bordel. Même le flic de l'enquête lui dira ses 4 vérités sur son choix très dangereux. La prochaine fois que vous pensez au suicide, coupez-vous les veines. Ou prenez des médicaments. Ce sera moins dangereux pour les autres. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et pour le dernier rôle de Philippe Noiret, non, je ne compte pas du tout son petit rôle dans 3 amis. Il a encore de la prestance, cette vivacité pour trouver une solution à ce bordel. Les dialogues sont très cinglants pour appuyer cet homme en dépression, et le jazz pendant tout le métrage apporte une telle plénitude. On peut regretter qu'il n'y ait pas assez de scènes avec Marion Cotillard, mais on peut comprendre parce qu'elle est le fantasme d'Eddie, puis elle deviendra réelle, et elle est celle qui lui redonnera le sourire. Puis la mise en scène est très propre pour appuyer ce propos et cette errance d'un homme dépravé. Et avec Paradis pour tous, c'est le deuxième film où ça critique le milieu de l'assurance-vie. Ils n'ont pas trop la cote. Dans celui-ci, il présente cette société comme une mafia. Et c'est très amusant de voir Julien Lepers dans un film. Vivre et mourir sont tous les deux liés. Il n'est peut-être pas trop tard. Numéro 7, Bernard-Pierre Donadieu dans L'homme qui voulait savoir. Ce nom ne vous dit rien, mais si je vous mets cet extrait... Malin, un peu de café maintenant. Là, tout le monde s'en souvient. Il faisait partie de cette nouvelle génération d'acteurs qui voulait proposer de nouvelles choses pour le cinéma français. Il est allé sur des films d'auteur, de la série B, de gros nanars, des films de divertissement, des films indépendants, etc., etc. La particularité de cet homme, c'est qu'il joue beaucoup de fois des salopards qu'on aime détester. Et un film ira encore plus loin sur cette idée-là de son jeu, parce qu'avec ceci, on se rappellera de sa gueule et il galvanisera tout le métrage. L'homme qui voulait savoir, c'est une quête psychologique où l'on suit à la fois la victime et le kidnappeur. Il nous attache à ce couple pour ensuite décortiquer la vision étrange du meurtrier qui n'est pas un homme qui tue par plaisir. Pour lui, c'est une expérience qu'il traite pour apprendre la sensation de tuer. Il est ce tueur qui se délecte de ses sujets comme un Hannibal Lecter. Et alors qu'il aurait pu vivre sa vie après cet acte, il découvre que 3 ans après, le mari n'a pas abandonné l'idée de retrouver sa femme. Et c'est alors qu'une nouvelle expérience germera en lui pour déstabiliser la victime et la voir dans sa toile. Il est là pour faire le jeu du chat et de la souris. C'est pour ça que le choix de Bernard-Pierre Donadieu dans le rôle du meurtrier n'est pas ridicule vu que déjà, il a un visage de Monsieur Tout-le-Monde avec une facette mi-ange, mi-démon. Il vit dans une famille parfaite, aimante et ne crée pas de problème. Mais quand quelqu'un de la famille croit qu'il a un amant, il arrive à déstabiliser cette personne pour qu'elle soit influencée par sa vérité. Tu as quelque chose dans la tête? Alors tu fais un pas. Et puis un deuxième. Et puis tu te rends compte que tu es là plongé jusqu'au cou dans quelque chose d'insensé. Et peu importe. Tu persévères pour le plaisir de persévérer. Pour la satisfaction que ça te peut procurer.
Ça ne se mesure pas en kilomètres, ça, ma chérie. Putain, il est fort ce con. On a là une parfaite analyse sur l'esprit d'un sociopathe qui détaille tous ses traits de caractère ainsi que sa mécanique implacable de l'horreur, aidée aussi par l'image. Ici, il n'y a pas de grosse violence physique. On ne montre pas le meurtre, tout est dû aux mots qu'il dira. C'est comme s'il avait une langue de vipère pour pouvoir nous asperger de tout son venin. Ce qui fait qu'on imagine le meurtre plutôt que de le montrer. On voit comment il prépare le kidnapping pour arriver à l'acte, mais c'est tout. L'imagination fera son affaire. Il me fait penser à ce scientifique qui manipule Douglas Quaid dans Total Recall en lui faisant croire qu'il est dans un rêve. Il a presque réussi à l'avoir, mais une simple sueur, et aussi parce que c'est quand même un film américain, l'empêchera de l'avoir et il recevra une balle dans la tête. Ça ne m'étonnerait pas que le Hollandais violent s'en soit inspiré. Même Stanley Kubrick a considéré ce film comme le plus effrayant qu'il n'ait jamais vu. Le gars qui a quand même fait Shining. It is terrifying because it is so plausible, real, and near to our hearts. The totally random abduction of someone as innocent and natural as Saskia by a man as believable and brutal as Raymond seems almost too real. It may be that we so often hear of events like this happening with the same precise irrationality that it hits so hard. It just doesn't make sense, and it never will. On a une certaine fascination de ce personnage haut en couleur qui n'est là que pour obtenir tout de nous. Ce film nous offre donc un jeu pervers à vouloir découvrir la vérité et il nous permet d'avoir un final noir qui pourrait paraître stupide au premier abord, mais le métrage nous a parsemé de doutes tout le long de ce voyage sur la personnalité de Donadieu pour en arriver à ce qu'on redoutait. Une fin inévitable. Et ne me parlez pas de son remake réalisé par le même réalisateur. Je préfère rester sur un film qui n'offre aucun espoir. Numéro 6. Jean Bouise dans Le Moustique. Jean Bouise, c'est l'acteur que j'aime appeler le Louis Jouvet au temps en avant, grâce à sa voix grave, ses grosses lunettes et ses choix de rôle qui sont beaucoup de fois proches du pouvoir et de la justice. Avoir un Bouise, c'est avoir une marque. Oh, c'est un beau slogan ça. Il a une façon de parler très reconnaissable qui se rapprocherait d'un homme hautain et bourgeois. Il a vécu pendant toute une partie de sa vie en tant que second couteau. Et donc ce fut presque mission impossible de trouver une œuvre où il est au premier plan, jusqu'à ce que je trouve ce moyen-métrage pour la télévision, Le Moustique. J'ai dit que je ne prenais pas les séries, mais pas les moyens-métrages et les téléfilms. Et vlan. Et surtout, celui-là vaut le coup d'œil. Bref, avec Le Moustique, on a là un téléfilm qui a du piquant sur le domaine de la communication politique. On suit Gatier, joué par Jean Bouise, qui se fait coacher par Novalier, interprété par Daniel Secaldi, qui nous montrera toutes les ficelles pour être un bon candidat à une élection. Mais un moustique va gâcher son procédé d'apprentissage avant d'arriver sur le ring. Ce projet est intéressant pour montrer les dessous d'un homme politique avant d'aller sur le ring pour le débat. Il ne nous montre pas un candidat, mais une espèce de bête de foire pour amuser la galerie sans qu'on ait un quelconque intérêt sur son programme. Le personnage de Bouise est un homme politique qui ne fait justement plus partie de cet ancien monde de l'honnêteté intellectuelle, où la manière de gagner est de mentir sur son image et de ne pas être sincère. C'est le temps du show business politique, hein. Là, juste la couleur de la cravate compte plus que la justesse des idées. Je suis devenu un chien de cirque. Ce qui fait que Bouise montre toute l'anxiété de ce personnage perdu par toutes ces inepties de communication qui sont plus là pour nous offrir un spectacle croquignolesque du domaine des communicants et de la télévision. Il est le entre-deux de la politique. Il est entre celui qui est avec le peuple et celui qui est pour le show. On peut aussi comprendre un autre sens sur le titre Moustique où, au lieu de représenter cet insecte, il est la représentation de tous ces personnages qui gravitent autour de Gatier et qui veulent le faire changer d'attitude, de gré ou de force. Que ce soit sa famille ou ses communicants. Il faut que vous soyez des acteurs. Vous devez travailler vos intonations et vos attitudes jusqu'à ce qu'elles s'imposent avec cette force que seul possède le naturel. Il le pique sur ce qu'il y a d'intime en lui, même s'il faut aller jusqu'aux fake news. L'important, c'est de gagner à n'importe quel prix. Et le personnage de Daniel Secaldi est typiquement le type qui te suce tout ton sang et que tu as envie de taper. Et en plus de ça, il change très vite de veste pour travailler au plus offrant. Enculé de ta race! Ensuite, quand tu vois comment est devenue la communication politique d'aujourd'hui pendant une élection, c'est clairement une œuvre à voir et à revoir. C'est l'art de se vendre au plus offrant. Au 19e siècle, la politique s'écrit. Dans la première partie du 20e, elle s'écrit et se parle. Dans la deuxième, elle s'écrit, se parle et se regarde. Il faut tenir compte du troisième élément, c'est tout. Numéro 5. Charles Denner dans Landru.
Charles Donner, c'est un cas assez particulier, un peu comme Lafon, parce qu'il a d'abord commencé sur des premiers rôles pour ensuite aller sur des seconds rôles. Il aura aussi certains premiers rôles dans les années 70, mais ils seront moins impactants que ceux des années 60, où il sera des fois pris par des gens de la nouvelle vague, puis par des comédies bas de gamme, ou encore des films avant-gardistes. Mais parmi les films de cette décennie, j'ai fini par choisir Landru. Un film considéré comme la nouvelle vague, pourtant ça va autre part. Et puis alors que ça mettait en avant une génération jeune, Donner se rapprochait déjà des 40 ans. Donc on va parler cette fois de l'un de ses premiers grands rôles au premier plan, avant qu'il ne devienne le second couteau qu'on se souvient. Mais bref, imaginez un Monsieur Verdoux à la française et vous obtiendrez Landru de Claude Chabrol avec un Charles Donner insatiable qui raconte l'histoire vraie de cet assassin hors pair. Nous suivons un antiquaire pendant la Première Guerre mondiale qui a des problèmes d'argent et pour résoudre ses dettes, il ira séduire des femmes bourgeoises pour estorquer leurs biens. Et encore bien pire. Déjà, il y a tout ce qui fait un film de Chabrol. Se moquer et critiquer la haute bourgeoisie pour montrer ses dérives. Il nous présente donc cet odieux personnage entré dans cette société pour les nuire. Si on regarde bien le personnage de Donner, il fait tout pour paraître aristocrate et faire partie de cette noblesse pour mieux les séduire. Regarde au centre, ce pistil dressé, attendant la semence du papillon et ses pétales. Entr'ouverte, impudente, toutes les femmes sont dans cette fleur. Tu es un poète. Non, mais j'aime la fragilité. Il est fort le salaud. Mais en le suivant de près, son regard de poisson mort montre qu'il voit ces femmes comme des objets, des biens immobiliers qu'il a hâte d'acquérir et de vite s'en débarrasser après les avoir bien revendus. Bon, heureusement, il ne va pas là-dedans. Il brûle ses victimes dans sa chaudière. Ce n'est pas fameux non plus. Et Chabrol, appréciant la prestation de Donner, renforce son caractère par sa mise en scène. Il y a là un humour très grinçant et noir qui se peint pendant tout le métrage avec une reconstitution historique impeccable et une couleur sur les murs assez inhabituelle. Sans doute pour montrer le mal-être de ce personnage. On peut regretter une certaine répétition des actes en début de film, mais ça permet de mieux approfondir ce qu'est ce gentleman Landru qui se ment à lui-même en croyant faire partie de cette société dont il n'est pas et en montrant son côté acerbe des femmes. Et Chabrol le montre bien. Le côté théâtral peut gêner, mais ça permet de donner plus d'intonation aux dialogues les plus percutants, surtout à la séquence du procès. Du grand spectacle. Et puis ce n'est pas pour rien que j'ai mis Verdoux à la française, parce que Chaplin s'est inspiré de ce fait divers pour réaliser son film. Comme ça, la boucle est bouclée. Chabrol présente ce Landru dans la difficulté à une période où beaucoup d'hommes étaient à la guerre et donc les femmes pouvaient être plus attaquables. Bien sûr, il ne pardonne pas ses actes, mais il présente un contexte. Quand on a trouvé une solution à tous ces problèmes, on est pris de vertige. Car cette solution, il faut l'appliquer. C'est terrible. Ensuite, Donner donne à ce personnage quelque chose d'élégant et de puritain jusqu'à ce qu'on découvre qui il est vraiment. Sa voix cadavérique lui permet de subtilement nous influencer sur le déroulement de la vie de Landru. Tout est dominé par sa gestion du corps très particulière et sa diction singulière. Il faut dire que les dialogues ont été écrits par François Sagan. Et jusqu'au bout, il fera tout pour nier les faits qui lui seront reprochés. Reconnaissez vous-même que si je vous disais « j'ai tué ces 10 femmes », je suis coupable. Vous me croiriez, et sur parole. Le dites-vous? Certes non, monsieur le président, mais certes non. Alors parlez-vous. Maintenant, parlons de ce procès qui est une partie importante du film. C'est d'une telle intensité, un tel spectacle déplorable car ces spectateurs qui suivent ce procès ne sont pas là pour défendre ou attaquer Landru. Ils sont là pour voir un show orchestré par un gouvernement qui veut qu'on oublie le traité de Versailles avec un caméo de Jean-Pierre Melville et de Raymond Queneau. De toute façon, ce procès va faire courir tout Paris. Nous allons fabriquer quelques fausses pistes, nous allons tenir notre public en haleine, et je pense que nous franchirons le cap critique de l'anniversaire de l'armistice. Excellent. Mais par contre, virez-moi ce Régis qui sourit comme une banane pendant toute la séance, bordel de... Non mais on dirait qu'il n'en a rien à foutre. Peut-être que c'est pour montrer que tout ceci est une vaste blague. Tu te crois drôle, c'est ça? Hein? Tu te crois drôle? Bref, sinon, la mise en scène de Chabrol pour présenter les crimes de Landru fait beaucoup appel au hors-champ et à la transition. Rien que le fait de ne pas avoir montré sa peine de mort, elle fut pour moi plus violente. Voilà un film qui a subtilement bien présenté un assassin. Et on a un casting féminin vraiment époustouflant. Une vision très macabre de la société où à la fin, on se demande qui est le véritable monstre. J'ai bien l'impression que c'est une phrase que je vais souvent
utilisé. Vous n'avez plus rien à perdre maintenant. Je les avais vous tués. Cela, maître, je ne peux pas vous le dire. C'est mon petit bagage. Numéro 4. Philippe Naon dans Carne et Seul contre tous. Philippe Naon, c'est un acteur qui a commencé très tôt avec le Doulos, mais qui a plutôt été vu à la télévision jusqu'à ce que la nouvelle génération de cinéastes des années 90 le découvre et le mette un peu plus en avant. C'est plutôt à partir de ses 60 ans qu'on le découvre avec ce regard noir, cette voix qui peut faire trembler les murs et où chaque phrase, chaque mot, chaque syllabe donne un impact sur ce qu'il joue. Et parmi tous les films qu'il a fait, ah bah c'est évident que je parle de celui qu'il a fait connaître grâce au cinéaste Gaspard Noé. Mais je pense que pour avoir l'ensemble de l'histoire du personnage de Naon, il faut avoir vu Carne pour comprendre encore plus le virage qu'il fera dans Seul contre tous et cette vision cauchemardesque de la France peu citée. Il y a un bref résumé dans le film, mais le moyen-métrage vaut quand même le coup d'œil. On suit un boucher qui est très proche de sa fille muette. Puis un jour, il ira la venger, croyant qu'on lui a fait l'irréparable, mais à la place, il tuera un innocent, et c'est là qu'il commencera à faire son voyage initiatique, où sa morale commencera à perdre tout sens de la réalité pour répandre sa haine au monde. Par ses actes et ses pensées. Je crois que je ne serai plus jamais bien. Ça y est, j'ai chuté. Et je suis dans la merde. J'y suis tout entier, tout au fond. Mais je n'ai pas peur, au contraire, je ne demande de l'aide à personne. J'irai plus loin. J'irai jusqu'au bout. Je creuserai un tunnel dans cet océan de merde qui m'entoure. C'est ça, l'intérêt. Aller au bout. Toute mon existence n'a été qu'une merde. Une merde colossale voulue par une salope de mer qui a pris son pied et dont je ne connais même pas le visage. Ce voyage est un pamphlet d'un homme qui vrille, qui perd la tête, qui ne sait plus où il va, qui montre ses dérives, ses pensées morbides. On croit tout comprendre de sa haine, mais à la fin, on est encore plus perdu qu'au début. On suit une France déchirée, avec ces hommes qui errent, perdus de tous, sans but, cherchant un réconfort dans un pays qui les a abandonnés. Noé montre avec les péripéties du boucher toute la noirceur d'un être humain qui peut l'entraîner à des extrémités inimaginables. C'est un flingue qui nous pointe entre les deux yeux, où il nous fait croire qu'il y a un espoir, mais il n'y a rien. Peut-être à la fin, mais Portel, c'est foutrement tordu. Philippe Naon est comme absorbé par son personnage. Il a un regard d'un homme qui veut en finir avec la vie et veut emmener tout le monde dans sa folie. Oui, c'est ça. Une démence où on se doit d'écouter son histoire jusqu'au bout. Il est effrayant, il est imperturbable, il est électrisant et il est émouvant. Bref, plein de ressentis qu'on peut avoir de son personnage. Il libère la bête qui est en lui. Ces cris pourraient rappeler un cochon qu'on amène à l'abattoir. Mais suis-je vraiment touché par cet homme qui fait et montre des actes abominables, ou parce que je suis confronté à un être désespéré qui me fait dire que j'aurais pu être comme lui si je n'avais pas entamé une honnête existence, si je n'avais pas réussi à trouver une voie dans ce monde où l'individualisme est légion. Jusqu'où peut-on arriver à de telles pensées? Bon, maintenant avec Twitter, ça arrange bien les choses. Ce sera le seul acte qui pourra me rendre ma dignité et me donner envie de continuer à exister. Je ne vois pas d'autre solution. C'est clair. À chacun sa morale. À chacun sa justice. Et moi, la mienne, elle est déjà en route. Son personnage est anti-système, toutefois pas complètement. Ces idées noires qu'il a dans la tête. Il y pense, mais il ne le fait pas parce qu'il a encore une certaine éthique de lui-même en repensant à sa fille. Ces deux métrages montrent comment la vie d'un être humain peut basculer en un claquement de doigts et que rien ni personne ne peut prévoir ce qui peut arriver par la suite. On sent tout, la chair, la viande et l'odeur de la poudre de son putain de flingue. Tout est sale pour nous emmener vers un amas de malaisance. Et dans toute cette dégénérescence, on pourrait dire qu'il y a une morale, renouée avec l'amour. Mais quel amour, bordel! La décadence est en marche. Tout ce qu'on a, c'est un spectacle effarant du mauvais goût qui ne peut s'empêcher de taper là où ça fait mal, que ce soit dans les mots, les poings et ce putain de flingue. Après avoir vu tout ça, on aurait presque envie de dire que la mort serait plus douce. Dans les mots, il y a une peine, une douleur de voir devant ce métrage, une humanité qui peut s'effondrer et ne jamais se relever. Ça secoue dans notre petite personne, notre petit confort. C'est un voyage qui ne peut nous laisser indifférents et qu'à un moment, le tout ne signifie plus rien. Il y en a une qui dit que je ne dois pas t'aimer, parce que tu es ma fille. Et pourquoi? Et cet amour, on nous l'interdit. Ce n'est sûrement pas parce que c'est mal, mais parce que c'est trop puissant. Non, non. No, 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 hell no, 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 I refuse, no.
Non. Et maintenant, parlons d'un film où cette fois les gars vont passer à l'acte de violence. Numéro 3, Adam Anian dans Fury. Ça, c'est un film qui a du groin. Adam Anian, c'est un acteur que je voyais souvent jouer les hommes au cœur de glace, avec son regard froid qui pourrait tout déferler s'il le voulait. Il était l'antagoniste qu'on ne voulait pas avoir tellement il pouvait voler la vedette du héros. Je dis était parce qu'il nous a quittés en début d'année. Donc c'est un bon moyen de lui rendre hommage. Et il revient de loin quand tu te dis qu'il a commencé avec Baise-moi et ensuite Plus belle la vie. Je pense qu'il ne faut pas critiquer cette série parce qu'on a quand même pu découvrir de nouveaux talents. Et ne me demandez pas d'autres noms. Adama, c'est déjà pas mal. Donc imaginez si cette fois il jouait la victime parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Fury est certes imparfait. Il va dans des clichés assez discutables et il a une fin quelque peu bancale. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être aspiré par ce métrage qui suit l'histoire d'une famille qui perd sa maison en la laissant à des personnes qui devaient la garder en leur absence et qui ont complètement changé son identité pour que ce soit à leur nom. Et d'après la loi, c'est légal. Le document que vous leur avez fait signer, à partir du moment où ils payent l'eau, le gaz et l'électricité, ça fait théoriquement d'eux des locataires. Ah, j'ai envie de crever! Putain! On découvrira plus tard, sans le dire, que c'était parce que la femme du squatteur était enceinte qu'il a fait ça. Mais surtout, ce qui m'a subjugué, c'est la façon dont le film montre un homme, Paul, qui commence à se faire aspirer par la rage et la démence et va petit à petit finir par commencer à ressortir l'animal bestial qui est en lui, influencé par ses nouveaux amis. Ok. C'est un film d'horreur qui ne cache en rien sa violence, avec une mise en scène qui décrit très bien la perte de repère de Paul. Le personnage que joue Adam Anian est un peu le monsieur tout-le-monde qui suit les règles tangibles de la société et ne ferait pas de mal à une mouche. Mais c'est en rencontrant une bande de rednecks, je ne sais pas comment les décrire autrement, avec en tête de liste Paul Ami, qu'il aura envie de s'approcher de ce fruit interdit, ce retour à la barbarie pour retrouver son bien, même s'il faut passer par la violence. Messire, voulez-vous du groin? Et si en plus il y a la bureaucratie qui fait tout pour l'empêcher d'avoir ses droits avec des procès qui durent une éternité, tu t'étonnes qu'après il vire de bord. Ah, notre belle administration française et sa paperasse. Bien évidemment, il verra que ces gars ne sont pas très nets, mais pour autant, même si à la fin il ressort sa bête, pas pour faire le mal mais pour faire le bien, on se questionne s'il a fait le bon choix. À un moment crucial où ils étaient cernés, ils auraient pu appeler la police, mais ils ne l'ont pas fait parce que Paul était rempli d'orgueil et voulait régler ça par lui-même. Je m'occupe d'eux! Parce qu'il considère que c'est de sa faute. Mais en même temps, était-ce la solution? Donc je ne peux pas complètement dire que les personnages sont tous manichéens. Pour les rednecks, c'est sûr. Et encore, on est dans un cas assez ambigu. Ça ne vous a pas échappé que le personnage Paul est noir. Donc le réal met en avant ces noirs respectables et intégrés qui respectent la loi, les procédures, ce qui fait qu'on a certaines scènes où il ne veut pas revenir à cet instinct primaire, ce qui le renverrait au cliché du sauvage. La statue colonialiste qu'il jette est un bon exemple. Puis un article de Bon Chic Bon Genre m'a paru important de souligner ce point qui est tout bonnement intéressant. C'est aussi la toxicité des personnages masculins qui évoluent, même à ceux qui paraissent aimables, comme le cas de Paul. En suivant ces gens mal intentionnés, ils font appel à la violence, à l'autorité, mais aussi à leur misogynie pour avoir un respect. C'est devenu un bon petit chien-chien à sa femme, bien comme il faut pour être conforme à son petit monde tout propre. Le loup en lui, il a été maté. C'est ça qui le fait souffrir. Eh ben, quel respect de merde! Alors qu'il y avait entre lui et sa femme un état d'équilibre, il y a eu une rupture très radicale sur leur relation ainsi qu'avec son fils. Mais bien qu'ils se réconcilient à la fin, je me questionne sur la pertinence de cet amour sincère. Parce qu'en faisant ça, elle accepte de suivre cette spirale de folie et la radicalité de Paul. Même s'il l'a fait pour le bien. Et le fait qu'on apprenne qu'elle a eu un rapport avec Mickey, qui n'est pas le plus respectable des hommes, me questionne si elle aussi, elle n'est pas enfermée dans cet engrenage primitif. Ce film n'a pas la réelle réponse pour savoir comment s'en sortir sur ce genre de problème de squatter. Il nous questionne jusqu'où le genre humain peut aller pour obtenir son dû et jusqu'à quel point il peut revenir à l'âge de pierre. Ne fuis pas la peur. Savoure-la. Embrasse-la. D'accord, faisons comme ça. Olivier Abou nous a offert un film palpitant qui nous scotche à notre fauteuil pour regarder jusqu'au bout cette avancée de la violence et de la perversité, avec une ambiance qui ne cache pas certes certains clichés de l'horreur, mais qui donne dans le poisseux et le macabre. Il laisse beaucoup sa caméra bouger pour appuyer l'ampleur de son histoire en mettant en avant son cynisme. Il ne faut pas fuir la peur, mais jusqu'à quel prix? Même Paul ne le sait pas. Mais bon, cette fois on va aller sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Donc, numéro 2, Artus de Penguerne dans Grégoire Moulin contre l'humanité.
Artus de Penguern, c'est un gars qui paraît toujours triste par ses yeux qui regardent à même le poids du monde sur ses épaules, ses sourcils qui recherchent de l'espoir, mais à chaque fois, il a un brin d'énergie inégalable qui se voit à l'écran. Il est un peu notre Buster Keaton français. Et en plus, il a eu plusieurs casquettes à son actif. Il a été acteur, scénariste, réalisateur et chroniqueur. Et son penchant premier est de divertir le spectateur et le faire rire, même s'il doit aller sur un cas qui peut déstabiliser les gens. Et pour le film en question, il a plusieurs casquettes qui ne dérogent pas à sa façon de travailler. Imaginez un After Hours, oui je me répète, à la française et vous obtiendrez Grégoire Moulin contre l'humanité de et avec Artus de Penguern. C'est l'histoire d'un homme né un vendredi 13. C'est assez cocasse. Grégoire Moulin qui recherche la liberté et le grand amour, mais sauf que pour l'obtenir, il aura le monde contre lui et surtout le football. Le foot, ça m'intéresse pas. Salut mon pote. Et il travaille pour une assurance. Le cinéma français n'aime vraiment pas ce boulot. Dans cette comédie, Artus a mis le niveau à fond en allant clairement sur du burlesque, de l'absurde et de l'humour parfois grinçant. Il ne se donne aucune limite pour nous faire rire. Puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'amour qu'il cherche, c'est un peu lui qui l'a obtenu en prenant le portefeuille de la femme pour savoir qui c'est. Donc c'est normal qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Ah mince! À part 2-3 personnages de ma liste, les autres sont tous de parfaits enfoirés. Mais à la différence du personnage de After Hours, qui est pour le moins totalement haïssable et mérite ce qui lui arrive, celui d'Artus n'est pas quelqu'un d'antipathique envers les femmes, il n'est pas quelqu'un qui mérite complètement de recevoir des coups. Bon, vous avez compris, ce film est l'une de ses grosses inspirations. Ah oui, ça m'avait vraiment scotché à l'époque. D'autant plus que c'est en ça que je trouve que tout ça se rapproche de Chaplin et Woody Allen, c'est que c'est l'homme seul dans la ville. Je trouve ça vachement important parce que ce soit Paris, New York, machin, Phonogramme, machin, je trouve qu'il y a une solitude de l'être humain là-dedans, et qu'en plus il lui arrive des ennuis et que c'est drôle, c'est une vraie merveille. Les 2 minutes sont écoulées. Vous êtes tous des dégueulasses. Le monde entier est dégueulasse. Camomille. Tout ce qu'il cherche, c'est avoir un peu de bonheur, comme chaque être humain dans le monde, et le monde l'en empêchera. C'est d'ailleurs drôle de voir que quand lui trouve l'amour, tous les gens qu'il rencontre pendant cette journée l'ont perdu ou ont déshumanisé ce terme. Donc bien plus qu'une histoire simple, Artus essaye par ce périple de rejoindre cette femme et de redécouvrir au spectateur la signification de l'amour véritable et le coup de foudre, qui paraît cliché aux premiers abords, mais qui nous permet d'avoir un instant mémorable d'une histoire d'amour. Si c'est bien traité. Ça fait des jours que je vous observe à travers ma baie vitrée. Des jours que mon cœur ne cesse de battre pour vous. Hélas, je suis d'une timidité maladive. 100 fois j'ai failli traverser la rue pour tout vous dire. Et 100 fois j'ai reculé. Et maintenant que j'ai lu ça, je sais qu'une vie sans amour est une vie sans issue. Il y a quelque chose dans ce moulin qui détonne. Tout ne se passe jamais comme prévu et malgré son regard de Droupie, il ne perd jamais espoir pour atteindre son objectif. On a quand même de l'empathie pour lui. C'est comme suivre les pérégrinations d'un héros qui s'ignore, au cœur intrépide, tentant désespérément de rejoindre sa promise. Et c'est beau, putain. Voir ce film, c'est comme avoir un énorme cartoon d'1h30 de Tex Avery qui ne s'arrête qu'au moment où on arrive vers le mot fin. On est aussi pas loin d'un Buster Keaton où chaque plan apporte une nouvelle péripétie à notre protagoniste, même si ça peut paraître parfois assez insolite. Donc en plus d'avoir un air de Keaton, il est aussi proche de ses réalisations. Oui, parce que le métrage est toujours en perpétuel mouvement. C'est une histoire qui fait des montagnes russes, mais qui retrouve bien son point de départ. Et bien sûr, tout est extrêmement délicat pour avoir un tempo de rire parfait. Un immanquable de la comédie française pour les non-fans de football. Maintenant que tout est dit, terminons ce top avec le numéro 1 qui est... Numéro 1, Michel Galabru, dans Le Juge et l'Assassin. Michel Galabru, c'est un second couteau que vous voyez souvent dans des comédies avec Louis de Funès et aussi dans beaucoup de nanars.
Vous pouvez faire la liste de sa carrière, la moitié de ses rôles sont soit des nanars, soit des comédies potaches. Mais si on cherche bien, il aura proposé des seconds rôles assez intéressants. Galabru, c'est un acteur qui en fait des caisses. Sans doute parce qu'il a gardé son dialecte de comédien de théâtre, donc il accentue sa voix, il exagère ses traits comme un Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi! On sait d'où viennent ses inspirations maintenant. J'aurais pu choisir Kamikaze, qui est un rôle assez imposant pour cet acteur, qui a quand même marqué plusieurs décennies, mais il y a un autre rôle qui a pu montrer au spectateur un autre aspect de son jeu qui lui a valu un César du meilleur acteur. Grâce à un cinéaste de prestige. Lorsqu'on a entre les mains un grand film français, c'est parce qu'on est emporté par tout ce qui se trouve devant nous. C'est grâce à son histoire, ses personnages, sa musique, ses acteurs, ses sous-lectures, son montage et ses autres aspects qui nous submergent et nous donnent encore envie d'analyser dans les moindres détails. Et c'est le cas pour Le Juge et l'assassin de Bertrand Tavernier. On suit Joseph Bouvier, joué par Michel Galabru, un assassin L'anarchiste de Dieu! et fou, ce n'est pas commun, qui se fait arrêter et rencontre le juge Rousseau, joué par Philippe Noiret, un bourgeois anti-Dreyfus qui fera tout pour le condamner en tant qu'assassin et non en tant que fou. Ah, la chasse à l'homme. Le rêve de toute ma vie. Monstre! Judas! Bertrand Tavernier nous donne une histoire sur son assassin pour comprendre sa folie, bien que ce n'est pas pour le rendre plus aimable, mais pour décortiquer son acte. Moi, je relève de Dieu. J'ai fait œuvre de justice. C'est la France qui est coupable. Il y a trop d'inégalités, de misère. Je suis ou un grand sauveur, ou un grand martyr fin de siècle, ou un grand élu du ciel. Et avec son pèlerinage, il nous mettra en avant ceux qui refusent de l'aider, le clergé, les médecins et bien sûr le juge. En nous présentant un monstre, Tavernier nous met en lumière la monstruosité des institutions qui croient être les justes. Alors que dans un système qui est comme le nôtre, qui peut se prétendre être le juste? Il y a toujours une part d'ombre dans la décision que l'on prend, même si c'est le bras armé de la justice. Vous avez mis le public en appétit. Il ne faut pas le priver de la mise à mort. Philippe Noiret joue un homme assez méprisable qui ne pense qu'au pouvoir, qu'au profit, sans vraiment comprendre le coupable. Il le comprend, mais dans son intérêt à lui. Ce qui fait qu'on a plus de sympathie pour l'assassin. Au fil du récit, il essaiera de tout faire pour l'amadouer, mais en restant avec lui, il deviendra lui aussi un assassin, mais pour autre chose. Nous avons là deux personnages qui ont du mépris pour le genre féminin. Mais Michel Galabru est bien au-dessus. Avec son physique d'ogre, il est hypnotique avec ses paroles de Dieu, sa recherche de la paix, malgré ses idées noires. Alors qu'on a l'habitude de le voir exagérer ses personnages, parce que c'est beaucoup dû à son expérience, là, il est doux, sensible, émouvant. Et quand il hurle au loup, c'est pour mettre en avant sa peine, sa douleur. J'ai besoin qu'on soit. J'ai besoin qu'on soit. La chanson de Bouvier est d'une telle beauté qu'on a une autre vision du personnage. Mais doit-on pour autant le pardonner de ses crimes? Je ne le pense pas. Ce n'est pas le propos du film. Son sujet, c'est vraiment pour se questionner sur le bon fonctionnement de la justice. Et aussi pour avoir l'une des plus grandes dualités du cinéma. Noiret et Galabru ont l'art de trouver les mots justes. Et surtout parce qu'ils avaient de bons dialoguistes. D'ailleurs, Tavernier dira à l'enterrement de ce bon vieux Michel « Je garde un éblouissement d'avoir pu filmer un acteur absolument génial à qui on n'a pas toujours donné des rôles à sa mesure. » Ça veut tout dire. On a aussi Isabelle Huppert qui n'est pas trop mise en avant, mais qui est importante pour montrer l'ambiguïté du juge qui est le socialisme, mais sort avec une. Et après la mise à mort de l'assassin, c'est comme s'il y avait un avant et un après pour le choix qu'elle fera à la fin. On a aussi Jean-Claude Brialy qui joue un procureur royaliste qui est donc contre la République. Pourtant, au fil de l'histoire, il a de l'affection pour l'assassin. Il y ressent une mélancolie qui le submergera lui aussi dans la folie. Certaines scènes me questionnent s'il ne cacherait pas son homosexualité. Non mais vous imaginez un jardinier français offrant au président de la République une rose qui s'appellerait « Ouvre tendrement tes cuisses ». Ah, ce sont peut-être des roses qu'on n'offre pas aux hommes. Et pourquoi pas? Bien que c'est plus pour dire qu'il est une espèce en voie de disparition. Et ce serait pour ça qu'il fera l'acte sordide de la fin, parce qu'il n'a pas dit qui il était, alors que cet assassin assume ce qu'il est malgré sa folie. Donc même si on pourrait dire que la confrontation se fait entre le juge et l'assassin, on peut voir que Bouvier a touché ceux qui recherchent du changement. Et ceux qui ne veulent pas de ce changement deviennent comme lui. Puis vu que l'histoire se passe pendant l'affaire Dreyfus, on a beaucoup de moments où ça en parle, avec des personnages qui détestent les livres d'Émile Zola et de Victor Hugo, et des affiches en arrière-plan très antisémites. Le film met en avant une situation acerbe de la République. Tavernier, sur l'histoire de cet assassin et de ce juge, fait une anatomie d'une situation sur le système judiciaire et politique où une affaire de meurtre peut changer un monde.
On peut même voir une relecture de la vie de Jésus-Christ. Pas sûr que ça plaise aux fans du bouquin. Et les paysages donnent une telle ampleur sur la quête de cet assassin qui est amplifiée par la musique de Philippe Sard. On a là un long métrage qui présente ces plaines et ces montagnes très westerniennes. Un monument du cinéma français qui mérite l'attention du monde entier. Souvent le temps est un bon maître et quelquefois le hasard un bon juge. Voilà, on a fait le tour de mon top 10 des seconds couteaux au premier plan, ce qui est beaucoup, mais pas assez. Parce qu'il y en a bien d'autres encore qui méritent qu'on s'en souvienne, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. J'espère que ça aura mis assez de lumière pour ces artistes et ces films qui méritent d'être vus, défendus et analysés. Et à bien y regarder, j'ai pris beaucoup de personnages qui sont des anti-héros. Mais c'est comme ça. Sinon, c'est lesquels pour vous, vos seconds couteaux préférés dans cette catégorie? Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner.